Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue bien bas et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro d'une série d'émissions spéciales que la chaîne 3 va consacrer à la cybersécurité et à ses défis pour notre pays. Je suis Reda Menassiel en compagnie de Hakim Ben Moussa. Derrière la vitre, nous allons tenter pendant une heure de temps de nous intéresser à un sujet crucial. Comment survivre dans ce néo-paradigme numérique qui a pris au fil des années de plus en plus de place dans nos vies? Les réseaux sociaux, vous le savez, nous promettent le monde à portée de souris. L'information en quelques scrolls, la liberté d'expression et de création au bout de l'index. Mais à quel prix? Derrière l'écran, il y a des algorithmes qui nous observent, des hackers qui nous guettent et des entreprises qui traquent nos moindres faits, gestes et clics. Notre insouciance numérique fait d'Internet une jungle dont il vaut mieux maîtriser les codes et adopter les bons réflexes. Nous allons en parler bien évidemment avec des invités de marque, en l'occurrence Madame Kenza Meklish. Bonjour, vous êtes maître assistante à l'USTHB et vous êtes spécialiste en sécurité informatique. Face à vous, Madame Ibtissam Bouzri, vous êtes sociologue et vous travaillez au laboratoire de sociologie de la famille. Bonjour, merci pour l'invitation. On a aussi le grand plaisir d'avoir avec nous Monsieur Adel Boulouis, vous êtes chef de département réseau et sécurité au sein d'une grande banque. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et enfin, et non des moindres, vous le connaissez, c'est une star des réseaux sociaux. Il s'appelle Ramzi Ekwiren, c'est l'un des créateurs de contenu les plus en vue du pays, conférencier et, comme je viens de le dire, expert en réseaux sociaux. Merci Reda et bonjour à nos auditeurs. Allez, on y va. Données volées, fake news, harcèlement numérique, piratage en série. Sommes-nous vraiment maîtres de nos écrans? Ramzi, la question est pour toi. Ah, Reda Lioma, j'étais avec une mission. Ah, parce qu'en fait, je suis sur les réseaux sociaux, partiellement à mi-temps, combattant les scammers. Donc, alors, on va expliquer à nos auditeurs ce qu'est un scammer. Voilà. Il va y avoir beaucoup de vulgarisation, Bien contrairement sûr, à bien mon sûr. émission spécialisée habituelle. Je remarque pendant mon utilisation des réseaux sociaux des tentatives d'arnaque que des personnes essayent de faire à d'autres personnes. Donc c'est très simple. Il y a des fois où c'est des arnaques ciblées, généralement et ciblées où la femme au foyer, les personnes vraiment ils ont besoin d'un revenu. Vulnérables, en fait. Voilà, des personnes vulnérables. Des fois ils appâtent les gens avec des revenus, ils partagent le fait qu'ils font beaucoup d'argent et après c'est des tentatives de redirection vers des plateformes où leurs victimes perdent leur argent et eux ils prennent des commissions sur leurs pertes. Et on en finit par les robots qui font de l'impersonnation. Yani c'est un robot qui te réplique, qui reprend ton nom. De clone, Exactement. Voilà, avec pratiquement le même pseudo, la même social engineering quelque part. La même photo de profil et qui redirige les personnes qui s'engagent avec des créateurs vers d'autres canaux où ils peuvent parler directement avec eux. Et en l'occurrence, ce qui m'est arrivé, c'est que des personnes qui me suivent, qui me mettent des commentaires sur les réseaux sociaux, ont été victimes de tentatives de vol. Yani, ils battent sur des plateformes où ils disent vous investissez tant, je vous garantis et tout, et c'est de l'usurpation d'identité. Qui reviennent vers moi, ils me disent est-ce que c'est toi qui nous a envoyé ce message au coach? Et au final ce n'est ni moi ni une personne de mon entourage, c'est des personnes qui ne sont même pas algériennes et des fois même pas humaines, donc c'est des robots. Voilà. Très bien, c'est la grande menace de 2025. Allez, donc Raïm Lagma de partout. Merci pour cette note d'espoir matinale qui envoie du baume au cœur. Madame Ekli, justement, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de ces nouvelles menaces? En fait, on a beaucoup de menaces qui existent. Ça va dépendre de dans quel cadre on est en train de parler. Si je reprends ce que monsieur Ekwiren avait dit, on a beaucoup de scams, effectivement, qui vont prendre en considération tout ce qui est, tout ce qui est vulnérable, toutes les personnes qui sont vulnérables, mais aussi, on va avoir aussi ce qu'on appelle des deepfakes, où les gens vont prendre des photos de personnes qui existent, que ce soit des adolescentes, souvent c'est des adolescentes, et qui vont utiliser ces photos ou ces vidéos qu'elles auront publiées de manière innocente pour en faire des choses qui vont être pas innocentes du tout. Et après, ça peut aller très loin. Dans plusieurs pays, il y a eu carrément des adolescentes qui se sont retrouvées
qui se sont retrouvés à se suicider à cause de ça, entre autres. Mais en dehors de cela, on va avoir aussi tout ce qui est problème de phishing. Alors le phishing, c'est en fait des gens qui vont se envoyer des emails ou des SMS ou autres se faisant passer pour une entité, un service, une entreprise, un service présumé sûr, voilà. Pour qu'ensuite, quand la personne va cliquer sur un lien ou télécharger un fichier de cet email ou bien cliquer sur un lien sur un SMS ou autre, eh bien, il va récupérer des malwares ou bien il va ouvrir une brèche, il va ouvrir une brèche et voilà, exactement. Super point, madame a évoqué, c'est la partie deepfake. Je voulais reprendre le point Hadak parce qu'il est très dangereux. En Algérie, il commence à être utilisé, donc des gens utilisent le deepfake. Il y a une ou deux influenceuses très très célèbres qui ont donc subi un scandale dans ce sens l'année dernière, me semble-t-il. Juste pour expliquer le deepfake, le deepfake, c'est prendre des photos d'une personne et les modifier ou les animer à l'aide de l'intelligence artificielle. Yani, la personne a pris la photo, on ne peut même plus différencier, à l'avancement de l'IA, on ne peut même plus différencier entre une image faite avec IA et une image réelle. Donc, il y a des logiciels professionnels qu'on utilise par exemple dans le journalisme qui permettent encore de faire le tri, mais évidemment pour un œil non initié, pour le grand public, c'est pas évident. Voilà, donc on vous envoie votre photo avec des personnes là dans une situation et on vous menace et on vous voilà, donc ça c'est très très dangereux. Donc c'est une nouvelle des techniques d'arnaque les rahit saladoka et le problème c'est que sur les réseaux il y a eu un changement de l'algorithme qui a vraiment donné, on va dire, highlighté le dark side de la social media. C'est qu'en fait, durant les 2 ans, je vais rentrer chouïa technique parce que durant les 2 années précédentes, les réseaux sociaux algériens, notamment TikTok, a vu beaucoup de créateurs de contenu, on va dire, de contenu positif, on va dire, les banaux, et c'était parce qu'il avait donné une certaine priorité à un bouton l'interaction à la vidéo. Donc avant c'était le bouton save. Donc le bouton save était un bon indicateur pour l'algorithme باش يخلي la vidéo هذيك تبان. Donc les gens sauvegardent la vidéo, donc faire une certaine valeur. Sur TikTok, c'était pas le like forcément, c'était pas la durée de visionnage, le like avait le fait que les gens aient préservé, enregistré la vidéo. Voilà. Mais au fil du temps, avec l'utilisation, le bouton save a perdu son sens. Donc les gens savaient pour tout et n'importe quoi et ne revenaient jamais sur les vidéos savées. Donc en mois d'octobre, ils ont fait un changement. Donc le changement Hadak, il était vraiment win-ban, vraiment c'était sur Instagram. Ça a basculé vers le partage. Le bouton partager où là il a plus d'autorité que la visibilité. Que le bouton enregistrer. Et quand on analyse ça bien, je vous que le bouton partage, généralement on partage quelque chose, quand quelque chose est utile, on aime bien le garder pour soi. Mais quand c'est quelque chose, quand c'est du people, quand c'est du gossip, quand ça fait marrer, etc., des vidéos de chatons, on partage. D'accord. Et l'effet de partage, il donne plus de visibilité les vidéos. Donc c'est pour ça que je personnellement sur les réseaux sociaux une apogée. Le contenu gossip, tu vois, avec le contenu deep web, tu vois un peu le truc. Donc le message que je veux passer à nos auditeurs, c'est que des fois, on a حاجة bizarre ou حاجة غير أخلاقية entre parenthèses les réseaux sociaux, on partage pour dire شوف واش صرا واش كاين. Mais le simple fait de partager donne un boost à la vidéo اللي تقدر تخرجها لوليدك اليوم تبارطاجيها غدوة تخرج عند وليدك la même vidéo اللي بارطاجيتها انت parce que tu choqué. Donc le bon réflexe à avoir, c'est juste de signaler ou là d'ignorer les vidéos les manages حابين يبانوا. Justement, on a la chance d'avoir avec nous une sociologue, Madame Boustri. Qu'est-ce que ça dit justement de la société algérienne de 2025? Donc, nous, on se rend compte, bien évidemment, c'est une information, je pense, qui est assez vulgarisée. On sait très très bien que les parents se retrouvent dépassés.
Ils sont dépassés. Ils n'arrivent pas en fait à gérer leurs enfants, leurs adolescents. Mais bon, il y a moyen d'y remédier. Mais tout d'abord, je vais d'abord reprendre ce qu'ont dit voilà, mes camarades. C'est que quand une femme au foyer, elle-même se fait arnaquer. Donc, comment voulez-vous qu'elle puisse assurer le suivi de ses enfants? Donc, nous, on préconise vraiment des ateliers, de la vulgarisation, de la sensibilisation pour que, au moins, les parents, les oncles, les tantes, pas forcément les parents, puissent au moins avoir quelques clés. Vous savez, ces concepts de voilà, prendre la photo et d'utiliser, voilà, le fait de partager et tout. Si tous les parents ont quand même ces clés, ils peuvent quand même assurer le suivi de leurs enfants, mais dans un contexte qui soit cool. Alors, Donc, pour me faire un peu l'avocat voilà. du diable, on a eu l'occasion de faire diverses émissions autour de ça, et très souvent, ce que nous disent les parents, c'est que ils travaillent tous les deux, ils rentrent tard le soir, ils sont fatigués, Oui. ils n'ont pas le temps. Donc en fait, donner le téléphone à l'enfant, c'est une manière en fait de l'occuper pendant 1 heure, durant laquelle la maman peut Oui. décompresser avant d'attaquer une nouvelle charge de travail. En Oui, l'occurrence. oui, oui. C'est pas évident. Il ne s'agit pas justement de culpabiliser les parents. Au contraire, on comprend parfaitement voilà, l'inquiétude, le rythme des parents, etc. Moi, je vais vous dire, il y a des Algériens il y a des startups algériennes qui ont justement cherché à solutionner ce problème. Moi, je cite une startup qui s'appelle Flambosoft. Ils ont fait un produit qui s'appelle Clock, je crois. Et en fait, c'est une application pour les lycéens et je pense ceux qui sont au CEM et qui va allier apprentissage et réseaux sociaux. Vous voyez, donc on a nos jeunes qui sont en train d'un peu de développer ce type d'application et on peut très très bien les utiliser à bon escient. Adel, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? D'accord. Bon, c'est-à-dire, si je rajoute un truc par rapport à ce qu'a dit madame, surtout pour les enfants, j'ai lu une fois une expression disant que si en donnant un téléphone à un enfant, on pense lui donner un accès au monde, mais c'est plutôt le contraire, on donne au monde un accès à notre enfant. Ah, c'est une très très jolie formule. Oui, exactement. Donc, voilà. Et tous ces types d'attaques, ils exploitent tous la vulnérabilité humaine. Et la contre-mesure pour éviter, c'est-à-dire l'exploitation de la vulnérabilité humaine ou le social engineering, comme on l'appelle dans le jargon informatique, cybersécurité, donc c'est l'éducation et la sensibilisation. Mais on s'y prendrait comment? Parce que c'est facile à dire, il faut éduquer les masses. Bon, moi, je suis pas contre. Mais ce serait quoi? Ce serait les médias lourds, comme nous? Ce serait l'école? Ce serait de quelle manière? Qui s'en chargerait? Les sociologues, les psychologues, les enseignants? Oui, c'est-à-dire de donner certaines bonnes pratiques qui sont le plus souvent simples, mais qui ont un impact vraiment important pour éviter ces menaces. Par exemple, c'est-à-dire c'est avant d'acquérir ou d'acheter un téléphone mobile ou d'installer même une application, il faut prendre un peu de temps pour réfléchir, c'est-à-dire et de se renseigner sur les types de menaces qui peuvent être par rapport à l'acquisition ou l'achat ou l'installation de cette application. Donc c'est une action simple, mais qui va éviter, c'est-à-dire énormément de risques, va réduire le risque énormément de cette application, par exemple. Très bien, Madame Eklich. En fait, on se rend compte qu'en parlant des parents, il y a parfois le contenu, c'est les parents eux-mêmes qui publient leurs enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème, pas parce que les parents, bien sûr, ils se disent qu'ils les publient pour leurs amis, leur famille, etc. Mais c'est le partage envers d'autres personnes et on ne sait pas, ces personnes-là, quelles vont être leurs intentions. Et il y a de toute façon, nous avons prévu une émission sur la pédocriminalité sur les réseaux, donc là aussi on va en parler en détail avec des psychiatres, etc. Voilà, donc ça c'est un autre problème. Et puis pour l'éducation, en fait, ça doit se faire à tous les niveaux. Pour moi, c'est à l'école, il faudrait apprendre aux enfants comment, qu'est-ce qu'ils ont
droit de faire, ne pas faire. Pourquoi ils ne devraient pas faire quelque chose sur Internet? Parce que si on leur dit pas pourquoi, finalement, ils vont toujours vouloir faire la chose. C'est comme clairement, voilà, on donne un interdit sans expliquer pourquoi. Généralement, l'enfant. la tentation, voilà. Voilà, quoi. Et c'est la même chose pour les parents. Donc, pour moi, des émissions de vulgarisation comme celle-ci sont quelque chose de très intéressant pour la société, en fait. Et donc, oui. Très bien. Ramzi, tu voulais ajouter quelque chose? Anna, pour ma part, je voulais sensibiliser par rapport aux applications qui existent et qui peuvent donner contrôle aux parents. Elle a le feed de leurs enfants. D'ailleurs, même Instagram a rajouté une nouvelle fonctionnalité pour que les parents contrôlent un peu le temps d'usage, contrôlent un peu ce que leur enfant voit. Mais ce serait plutôt mon point de vue, hein, c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que l'enfant, le gosse va toujours trouver un moyen de contourner ça. On a tous eu 12 ans, 13 ans, 14 ans, et ça fait partie du challenge, du défi. Donc le rôle des parents, comme le soulignait le professeur, est tout aussi important. Il ne suffit pas d'installer un contrôle parental. Après, c'est bon, j'ai fait ma part. Voilà. Il y a une pratique que j'aimerais conseiller les parents et à leurs enfants, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on installe une application sociale. D'accord. On est automatiquement, donc on ouvre un compte, donc notre enfant il fait un compte et automatiquement, on a le fil d'actualité avec les posts les plus populaires la zone géographique ou là, voilà. Donc le problème là, c'est que généralement les publications les plus populaires la zone, c'est des publications les makshab ou les Donc ce que je peux conseiller, je le fais pour tous mes petits cousins, c'est que comme le téléphone le jour où ils vont installer l'application et je vais re-entraîner l'algorithme. Donc ce que je fais, c'est que je vais vers des créateurs. Les alabalib qui font de la création de contenu, les feeds positif. Je vais les follower, je vais liker un peu leur contenu. Ensuite, je prends le fil d'actualité Hadak, le For You page par exemple sur TikTok, et à chaque fois que je trouve une vidéo, les mettre l'air ou les manish hab, tu signales. Je n'aime pas. Au fil du temps, et je l'entraîne à faire ça. À chaque fois que tu vois quelque chose que tu juges que c'est décalé, tu le responsabilises. Exactement. Tu ne la verras plus et Haka, l'algorithme deviendra une source, une bonne source purifiée. Voilà. Exactement. Donc, c'est, on va dire, par exemple, je suis jeune TikToker depuis 4 mois, 5 mois. Et lorsqu'on ouvre TikTok en Algérie pour la première fois avec un algorithme vierge, et pourtant ça fait 15 ans que je suis journaliste, mais j'ai été confronté à un contenu algérien que je ne soupçonnais pas. Et vraiment, je hôpital psychiatrique. Vraiment choqué. Donc voilà, et j'ai 40 ans, donc ça dans les yeux d'un gamin de 12 ans, je suis pas sûr que ce sont des choses qui devraient être vues par nos têtes brunes. Voilà. Il est 10h27 sur les ondes de radio Ali Chien 3, Reda Benassel toujours derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Hakim Ben Moussa derrière sa vitre et de mes invités, en l'occurrence Madame Kenza Meklish, Madame Ebtissam Boussri, Monsieur Ramzi Ikwiren et Monsieur Adel Boulouis. Alors, nous avons brassé réseaux sociaux en première partie d'émission. Là, on va attaquer les autres types de menaces, en l'occurrence tout ce qui est hacking et piratage. Adel, un petit état des lieux. D'accord. Donc, le piratage informatique. Donc, si on commence par décrire déjà les objectifs des personnes malveillantes, parce que même si on a des robots, derrière ces robots-là, il y a des personnes qui sont malveillantes. Donc, quels sont leurs objectifs? L'objectif sont soit avoir accès à des données ou à des systèmes d'une manière non autorisée pour une exploitation. Le plus souvent, c'est à des fins financières, donc soit c'est pour vol d'identité, données d'informations carte bancaire, utilisation carte bancaire, même data is money. Voilà. Et même le comportement utilisateur sur Internet, par la suite le vendre pour des entreprises qui font le marketing et tout. Donc d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on reçoit des SMS 10 fois par jour pour des services dont on soupçonnait même pas l'existence. Exactement. Même parfois, on arrive à avoir des offres même professionnelles. C'est des offres de services par des entreprises auxquelles on n'a jamais pris contact avec, et ils arrivent quand même à nous identifier et à identifier même des personnes clés dans l'entreprise. Donc voilà. Donc si déjà on comprend déjà les objectifs de ces personnes malveillantes et les techniques qu'ils utilisent pour réaliser leurs objectifs, donc c'est un très grand pas dans la sécurisation
que ce soit en tant que particulier ou même pour les entreprises, à travers même des gestes simples. C'est des gestes simples qui peuvent nous éviter des catastrophes. Par exemple, le phishing, c'est le type de menace le plus répandu. Alors, Donc, le phishing, c'est recevoir un mail, souvent avec un lien. Oui. On clique sur le lien et c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre en fait. Oui, c'est ça. Donc, déjà, être informé que le phishing existe, comment il est fait, comment l'identifier, comment être prudent. Voilà, donc ignorer les emails qu'on ne connaît pas, qu'on soupçonne. Voilà, c'est déjà un pas dans la prévention contre ce type d'attaque. Donc, avec une mesure simple. Très bien. Madame Meklich. Oui, donc en fait, si on revoit il y a eu un rapport sur les incidents de fuite de données qui a été effectué l'année dernière par Verizon. Ils le font chaque année. Oui. Et on se rend compte comme quoi 68% des fuites de données sont dues à une erreur humaine ou au facteur 68%. humain. Au facteur humain. Ouais, 68%. Et que sur ces 68%, on a plus de 30% qui sont dus au phishing. Et donc ça nous donne une idée de à quel point ça c'est un problème qui est répandu. Et puis on a aussi dans tout ce qui est phishing, en fait on va retrouver parmi ce que il nous a dit juste avant, on doit vérifier l'email, la provenance, comme quoi on est bien sur la personne qui nous a envoyé un email ou le service qui a envoyé un email, on s'attendait à avoir un email de cette personne-là ou de ce service, ou alors qu'on a l'habitude de communiquer avec et on vérifie l'adresse mail. Ça, c'est un premier pas dans la vérification. Mais même ça, pardon, les pirates ont atteint un stade supérieur avec des techniques. Ils utilisent par exemple de l'alphabet russe pour cloner. En fait, vous avez l'impression que c'est exactement la même personne avec la même adresse mail, alors que pas du tout. Donc voilà, ils sont passés à la vitesse supérieure. Effectivement. Et ça, il y a des techniques pour pouvoir les détecter. C'est un peu plus compliqué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. D'où l'éducation numérique. Exactement. Et malgré ça, il y a aussi des services qui permettent de faciliter la vérification d'un email. Bon, ça, je peux donner c'est technique, c'est purement technique. Il y a Phishtool qui va prendre un email, vous lui donnez un email, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des informations, récupérer les informations qui sont dans l'entête de l'email pour dire est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche, et donc ça facilite un peu. Il y a aussi, il va analyser les liens qui sont à l'intérieur, les fichiers qui sont à l'intérieur, et vous permettre ensuite de voir, d'aller plus loin pour voir. Très bien. Ramzi. Alors pour ma part, on va dire c'est les auditeurs c'est les mots de passe sur différents sites web. On a 1, 2, toujours 3, 4, 5, 6, voilà, la date d'anniversaire. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à utiliser le même mot de passe un peu pour partout. tous ces réseaux. Et des fois, ce qui se passe, c'est que un des sites web, les fait un mot de passe, il s'allume une fuite de données. Donc le mot de passe c'est arrivé même à des exposé. mastodontes, on se souvient de la fuite de Yahoo il y a quelques années. Ça arrive même au meilleur. Donc le mot de passe qui est exposé et dans la même logique, comment ils ont des robots qui vont tester le même mot de passe sur différentes plateformes avec ton email ou quelque chose. Et généralement, il a le mot de passe de l'email, les raho connectés à Facebook, Instagram, etc. Ils ont accès à tout. Et maintenant, il y a aussi la double authentification. Bien sûr. Peut être une solution. Bien sûr, la double adresse mail et recevoir un SMS sur son téléphone. Il y a aussi encore plus sécurisé, c'est avec des applications d'authentification qui m'a Google Authenticator, et il y a aussi celui d'Apple et tout. Donc, c'est des techniques, mais c'est d'utiliser un mot de passe différent sur chaque plateforme et d'éviter d'utiliser le mail principal. Des trucs sensibles dans des plateformes le Google de votre téléphone par exemple, ne le sortez pas. Exactement. Utilisez-le uniquement pour ça. Dites-le comme un coffre-fort, Hadaya fait les informations sensibles et tout le reste, vous avez un deuxième, troisième email à utiliser. Voilà. Très bien, Madame Bousri. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une éducation numérique à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des parents, on en avait parlé, au niveau des enfants avec des mots simples, selon leur capacité de compréhension, mais en fait, ça va permettre à l'enfant, de le préparer à l'avenir, c'est-à-dire que quand il sera adolescent, les parents n'auront plus le même contrôle, quand il aura 18 ans, quand il sera étudiant et tout, donc on va le préparer dès le départ, et puis je pense qu'à tous les niveaux, par exemple, si on va en formation professionnelle, on va faire de la bureautique,
Pourquoi ne pas intégrer voilà, un cours de sécurité numérique à l'université aussi? Ils font beaucoup de bureautique, par exemple. Donc, on va intégrer à tous les niveaux. Je pense que c'est important. Et puis, je veux juste vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai adoré un jeune sur TikTok, justement. Il a dit, tiens, par rapport au Doka, qui connaît Srar. Pourquoi? C'est pas faux. Il y a aucun, c'est-à-dire, il y a aucun truc scientifique dessus. Je sais pas, est-ce que Bekele Kano Tkasoro, mais bon, c'est l'anecdote. Il a dit, on avait, justement, et en fait, c'était ça la conclusion. Avant, on jouait davantage à l'extérieur, donc alors qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont beaucoup plus sur leur, voilà. Donc moi, je dis, c'est vrai que les parents sont fatigués, c'est vrai que c'est dur. De toute façon, c'est dur d'être parent, c'est une responsabilité, mais on va peut-être varier, essayer de faire en sorte que les enfants soient un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur, un peu connectés, et l'enfant, il va être équilibré. Vous voyez, il va grandir avec un certain équilibre. Par contre, s'il est tout le temps à l'intérieur en train de se connecter, on aura beau lui donner tous les conseils du monde, il sera quelque part en déséquilibre. Donc, Adel, on va revenir sur le monde de l'entreprise. Est-ce que les entreprises algériennes, d'après ton expérience qui est conséquente, prennent suffisamment conscience du risque des cyberattaques? Oui, c'est une très bonne question. Donc, il y a une certaine, on va dire, suite aux lois qui ont été... Sur la protection des données, la 807 notamment. Voilà, donc, et la sensibilisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à prendre en charge, prendre sérieusement la sécurité des systèmes d'information. Bon, les grandes entreprises, ils le font depuis tout le temps, c'est-à-dire même avant ça. Parce qu'ils ont un process international uniformisé, oui, donc... Exactement, et même, c'est-à-dire la protection des systèmes d'information, c'est un investissement très lourd. Donc, il y a des méthodologies pour ça, pour être à la fois efficace et efficient. En même temps, les systèmes de sécurité ils vont être équilibrés entre la sécurité et les opérations métiers. Parce que si on veut sécuriser un système, on peut arrêter toutes les opérations et on a la sécurité totale. C'était un homme politique qui avait dit une phrase similaire il y a quelques années, effectivement. Par contre, si on veut réaliser les objectifs métiers, il faut que la stratégie, on parle de la stratégie de la sécurité des systèmes d'information, elle doit être alignée avec les objectifs métiers à travers des méthodologies. On va identifier, je vais rapidement dérouler le process, on va identifier les processus métiers les plus importants, leur donner une priorité. Comment leur donner une priorité? Par un exemple simple, c'est-à-dire on commence par exemple une business unit A, c'est-à-dire elle a une criticité pour l'ensemble du métier. Et elle doit être protégée au max en priorité. Et elle a une importance pour le top management, surtout pour le top management. Donc si on donne une échelle de 1 à 5 pour la criticité et l'importance, et on fait une multiplication, on aura la priorité. Pour les activités les plus prioritaires, on va faire ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est-à-dire quels sont les risques liés à ce métier, par rapport aux impacts. C'est un risque. S'il y a intrusion ici, quelles en seraient les conséquences? Voilà. Et les méthodologies de gestion de risque, après identification et évaluation, donc on a la contre-mesure, comment traiter ce risque-là. C'est-à-dire si le risque, l'impact est mineur, donc on peut même tolérer, ou on peut transférer à travers un contrat à un sous-traitant par exemple, ou on fait une atténuation à ce risque-là, ou on décide carrément d'arrêter cette activité métier parce qu'elle peut engendrer, trop risqué, engendrer des conséquences graves, par exemple, c'est-à-dire les risques qui sont liés à la non-conformité réglementaire. C'est des risques qui peuvent arriver à la cessation d'activité. Oui, on en parlait hier, ça peut chiffrer, ça peut grimper très très vite. Madame Meklich, oui, même question. Voilà. Effectivement, donc la gestion des risques est quelque chose qui est très important et qui est... on parle de la gestion des risques au niveau des entreprises, mais en fait, notre vie globalement... Aussi, on devrait en prendre en considération la gestion du risque personnel. Quand on est dans une famille, la famille va avoir un risque par rapport à tout ce qui est données, tout ce qui est information, etc. Mais en tant que personne physique, on a nos propres risques. Et donc, on doit évaluer par rapport aux menaces qui existent, les risques qu'on peut avoir. Et l'un des risques qui peut nous toucher tout un chacun, que ce soit nous en tant que personne ou une entreprise, c'est les rançongiciels qui vont
faire en sorte que nos données vont être chiffrées, et donc ne plus pouvoir Ça les va lire. prendre en otage Exactement. nos PC, en fait. Ça Voilà. va prendre en otage nos PC, nos téléphones et ainsi de suite. Et après, on peut ne pas pouvoir les récupérer, ou alors on va nous demander une rançon à payer pour pouvoir récupérer nos données. Alors, on a tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on voit ça qu'au cinéma, mais ça existe en Algérie. Nous avons déjà reçu des victimes de ransomware dans notre pays. Donc, c'est pas une menace comme ça éthérée là-bas quelque part, c'est maintenant, tout de suite. J'ai eu une étudiante il y a quelques années de cela qui était venue chez moi me dire Madame, mon ordinateur il marche plus, j'ai été attaquée par un ransomware. Et je lui ai dit écoutez, il n'y a pas grand chose à faire. Soit vous avez les données qui sont sauvegardées ailleurs, et tant mieux, soit vous payez. Mais c'est pas possible. Il y avait une étude, il me semble que c'est Microsoft, mais je suis pas sûr. Mais en fait, le pirate informatique ne déverrouille pratiquement jamais l'accès au PC. Donc ça sert à rien de payer au final. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. La seule solution, c'est de faire plusieurs sauvegardes, n'est-ce pas, Ramzi? Eh ben, أنا واحد دوكا نقدر نقول لك بلي que j'ai été victime de plusieurs tentatives. Ouais, même. Tu vas perdre des followers, il faut pas dire ça. Non, j'avais 16 ou 17 ans, enfin un peu moins je dirais, mais en essayant de télécharger un jeu, mon PC s'est verrouillé et je peux te dire une chose, c'est que en plus d'être verrouillé, il y avait le drapeau algérien, le logo de la police, la photo du président, Gaël Temmek pour te dire que voilà, tu vas aller en prison, donc tu vois un peu le truc. Social engineering, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Ensuite, il m'a fallu formater le PC pour récupérer l'accès. Voilà, et tu as su, il était rentré via le... Voilà, j'ai téléchargé le jeu, je l'ai installé. Après l'avoir installé, au moment d'ouvrir le logiciel, c'était un écran, comme quoi vous avez commis une infraction, machin, donc il khalaak, tu vois. Et là, tu te dis que madame, il y a tous ces symboles, donc c'est que ça doit être légit. Donc bon, j'avais une petite connaissance, enfin, je savais de quoi il s'agissait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai formaté le PC, j'ai perdu toutes mes données, mais au final, je me suis pas fait arnaquer, voilà. Donc je me suis aussi fait pirater un compte Instagram, une de mes entreprises. D'accord. C'était via une application il y a combien de temps, tierce. Il y a à peu près une année que je l'ai récupéré. Donc début 2024. Pourtant, Instagram, c'est pas les plus réactifs en général. Hein, mais... non, en fait, ce qui s'est passé, c'est une belle anecdote à dire, c'est que j'avais installé j'avais connecté mon compte Instagram à un système de republication automatique. Donc j'avais la flemme de republier mes publications, Instagram, le Facebook, le TikTok et tout. Donc c'était un logiciel où en un clic je publie partout. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, j'essayais de me connecter sur mon compte Instagram et je le trouvais verrouillé via Google Authenticator. C'était mon mot de passe, toujours mes coordonnées, donc ça s'est pas fait pirater, mais il y avait une étape en plus qui était installée par une personne tierce. J'ai perdu accès au compte, donc après avoir parlé à Instagram 1, 2, 3, 4 fois. Tu étais pastillé ou pas encore? Non, pas encore. Donc Hada, c'est le compte d'une entreprise, c'est pas mon compte personnel. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, même le support de Meta m'a appelé et m'a dit qu'il fallait passer à autre chose. Ah, carrément. Voilà. Donc passe à autre chose. Le compte Hada, qu'il est verrouillé via Authenticator, donc il n'y a pas de... C'est pas lié à Meta directement, c'est lié à une collaboration entre Google et Meta, donc c'est beaucoup plus grand que non, que déjà le fait qu'il t'ait répondu, c'est déjà miraculeux. On m'a appelé au téléphone parce que j'ai spammé la plateforme. Mais le truc, c'est que juste après, là où on trouve la puissance un peu des réseaux sociaux, au moment où j'ai fait une vidéo. Donc pour sensibiliser les gens, et une fois que ça va c'est impossible et tout. Quelques jours plus tard, j'ai été contacté par Meta via une personne d'origine arabe. Voilà, il y a une technique, je vais vous guider sur la plateforme d'Instagram pour essayer de récupérer. Donc il m'a déverrouillé une option. L'option Hadik, c'est d'être reconnu par des amis, les contacts étant avec le compte. Donc, heureusement, les personnes, les contacts étant avec le compte, c'était moi-même et mes employés. Donc, c'était une notification, ils ont accepté et j'ai récupéré le compte. Donc, l'étape a été bypassée. Mais
je sais que beaucoup d'autres personnes عيطوا لي مور هذيك الضربه كي شافوني ريكوبيريتو قالوا لي كيفاش درت قلت لهم c'était un hasard درت une vidéo شافها une personne qui voulait m'aider il m'a donné هذيك l'accès temporairement Et le but du pirate, le but final, c'était quoi? C'était en fait, c'est très simple. Ta base de données, Non, aux personnes non, qui te suivaient, revendre le compte. Exactement. C'était la revente du compte. C'est une pratique courante. Mais je ne cache même pas, il va être un message, il le paye, je te rends le compte. Il va le revendre ailleurs sur des sites web où tu peux toi-même te le compte qui te bat. Voilà, donc c'est ça ce qui se passe. Le problème, c'est aussi le manque d'éthique de certains qui rachètent comme ça des comptes Bien sans sûr. avoir sué pour les avoir. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a l'offre et la demande, mais qu'est-ce que ça vous inspire justement, que ça Madame Bouchili? m'inspire, Alors le but c'est de que- l'émission, c'est pas de faire peur Oui. aux Non, gens. non, Voilà. c'est juste C'est vraiment un pour qu'on a la univers belle. de potentialités, c'est vraiment ouvrir ses chakras sur le monde, etc. Mais comme dans la vie réelle, quand on prend un café sur une terrasse, on laisse pas son téléphone sur le bord de la table, il y a aussi des pratiques et des bons réflexes à avoir dans sa vie Oui, numérique. justement, on ne parle pas de peur. Moi, je parlerais plutôt de créer un climat de confiance. Bon, on parle de la société en famille. Donc, on va créer un climat de confiance. Ce n'est pas la peine de... on est dépassé en tant que parents, par exemple. On n'arrive pas à accompagner nos enfants. Et puis, tac, pourquoi tu as fait ça? Tu as été piraté. Et en fait, l'enfant ou l'adolescent ou bien l'étudiant a peur de se confier à ses parents parce qu'il a peur de ses réactions. Il va me dire comment tu en es arrivé. Comment tu en es arrivé là, etc. Donc moi je dis qu'il faut créer un climat de confiance, même si on voit que notre enfant a fait une bêtise entre guillemets, pas l'accompagner techniquement parce qu'on n'a pas forcément les compétences, mais déjà c'est bien beau de savoir ce qui se passe, de savoir qu'il a été piraté par exemple, de savoir qu'il y a eu quelque chose pas net qui s'est passé sur internet. Pas net, ça rime, qui s'est passé sur internet. Beaucoup de poésie dans cette émission. Voilà, donc si on sait, on peut accompagner. On peut par exemple accompagner l'enfant à aller chez un spécialiste qui va résoudre un peu le problème de piratage ou autre. Mais vraiment, le climat de confiance, il est important et être cool et ne pas vraiment créer ce climat de peur. C'est pas, nous, on veut être, aguerri, on veut être sensibilisé. C'est pas, le but, c'est pas d'avoir peur. Je vais poser une question un peu transversale à Madame Meklish. C'est quoi le profil des étudiants qui choisissent justement votre spécialité? Est-ce qu'il y a un profil de redresseur de tort? Est-ce que c'est une espèce d'utopie, cette volonté de changer les choses? Pourquoi est-ce qu'on se dirige, quand on est informaticien, vers la sécurité informatique? Alors, beaucoup des étudiants, quand ils viennent en sécurité informatique, à partir de la licence, en général, ils viennent pour pouvoir faire de l'attaque. En fait, pour pouvoir attaquer et... Elle va finir sa phrase, amis auditeurs, voilà. Pour attaquer, pour vérifier la sécurité et les failles de sécurité, les vulnérabilités, les problèmes de sécurité Donc, des entreprises. C'est des white hats en fait. Exactement. Et c'est après qu'ils se rendent compte qu'il y en a qui se disent... Parce qu'en fait, en première année, ils ont ça, mais ils ont aussi une partie où ils vont faire de la défense en même temps. Et c'est en voyant un peu la partie attaque et la partie défense, certains, ils préfèrent finalement la défense parce qu'ils se rendent compte que je préfère ça, parce que j'ai envie de faire en sorte de protéger les personnes, leur famille, leur entreprise, etc. Et puis d'autres, ils se disent, oui, j'aimerais bien protéger, mais pour protéger, il faut connaître déjà comment fonctionne l'attaquant. Et donc vous avez des raids aussi? Oui. Ah. Je pense que généralement, c'est l'université qui souffre le plus de... le premier challenge, t'as l'étudiant, C'est un terrain d'entraînement. C'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que généralement dans les facs, les serveurs où il y a les notes, etc. ne sont pas connectés. Voilà, c'est un accès physique. Donc vous me disiez qu'il y avait des raids, c'est-à-dire des personnes qui voulaient vraiment faire la chasse aux pirates. Oui. Ça existe en Algérie chez nous. Oui, ça existe. Après, généralement, on ne connaît pas leur nom. Parce qu'ils utilisent, ils n'aiment pas C'est normal, ça fait partie du mythe. Voilà. Exactement, ça fait partie du mythe et donc voilà ce qu'on retrouve finalement comme étudiant chez nous en général. Très bien, même question annexe pour Adel, est-ce que tu as eu une fois une tentative d'intrusion hyper balèze où il a fallu que tu mobilises toutes tes équipes pour y faire face? C'est déjà arrivé? Bon, les attaques... Surtout que tu travailles dans le secteur bancaire, donc c'est vraiment un niveau de sécurité très élevé. Il y a deux types d'attaques. Les attaques qui sont, on va dire, des campagnes
qui peuvent toucher tout le monde. Parce que parfois des robots qui lancent des attaques. Les délits de service, etc. Voilà. Et d'autres qui sont plus ciblés. Et toujours, c'est-à-dire il y a une adaptation et une mise à niveau, une supervision du système. Parce que chaque fois, on observe des tentatives et tout. Donc, on fait des ajustements sur les systèmes et tout. Donc, je reviens juste sur ce qu'elle a dit, madame, par rapport aux étudiants. Donc, j'ai rencontré une fois les responsables de la sécurité dans un lycée privé, je ne vais pas citer. Donc, merci de passer. Il m'a raconté que les étudiants, c'est-à-dire ils payaient des pirates avec les cartes bancaires de leurs parents pour attaquer les systèmes du lycée et modifier leurs notes. Oui. En Algérie. Oui. Mais À la banane, je me laisse, c'est bon. mais c'est extraordinaire. Moi, quand j'étais lycéen, sur Captain Majid, j'étais loin d'élaborer des plans aussi machiavéliques. Et justement, puisqu'on a madame qui est sociologue avec nous, qu'est-ce que ça dit justement pas du jeune Algérien, on va pas généraliser, mais de cette génération hyper connectée? Oui, c'est une génération. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les parents se sentent très souvent largués. Oui, ils se sentent largués, ils se sentent dépassés. Parfois, ils se rendent compte de la chance bien après. Bon, quand il s'agit de notes ou plus ou moins, mais quand il s'agit d'autres choses, il y a des choses qui se sont passées sur Internet qui sont difficilement rattrapables. Et en fait, c'est ça c'est ça qu'on veut vraiment. On a prévu prévenir. notre émission sur le cyberharcèlement, voilà, etc. exactement. C'est prévu. Donc, mais je dirais, c'est pour ça que je dirais, plus les parents sont formés et agissent en amont. En fait, c'est ça, il faut anticiper. C'est pour ça qu'on parle que, voilà, on va agir avec l'enfant, etc. On va l'accompagner, on va grandir numériquement, si puis-je dire, avec l'enfant. On va grandir. Si on grandit avec l'enfant, on est là à chaque étape et tout. En principe, on devrait anticiper et ne pas arriver... Sauf que vous savez mieux que moi qu'on est une société particulière où on n'exprime pas forcément nos émotions, a fortiori quand on est enfant, justement, voilà. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la communication. En fait, là, on est en train de parler du numérique, mais vraiment, pour moi, sociologiquement parlant, la base, c'est la communication. C'est pour ça que je parle tout à l'heure de confiance, de communication et tout. Nous, en tant que société, on travaille et on est en train de travailler sur ça, laboratoire de la sociologie, la vulgarisation et tout, parce que c'est la base. Si on communique avec son enfant, si on instaure un climat de confiance, si on arrive un peu à corriger ces idées reçues de comment on doit se comporter avec l'enfant, avec le garçon et la fille, on va quand même arriver à un accompagnement numérique. Mais vraiment, là-bas, c'est la communication, vous avez parfaitement raison. Vous êtes optimiste par rapport à ça? Moi, je vois que les parents on voit beaucoup de parents qui sont connectés, par exemple, à des chaînes, des pages TikTok sur la psychologie, sur la parentalité. On voit qu'il y a un intérêt et justement, nous, on voudrait vraiment utiliser les réseaux sociaux pour ça. C'est-à-dire que parmi les choses qu'on encourage, c'est que les spécialistes en communication, en psychologie, en sociologie soient beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux pour en fait vulgariser la communication, etc. En fait, avant c'était beaucoup plus, ça venait du Moyen-Orient. Maintenant, on suit des personnes en Jordan, ce qui est bien, des spécialistes en parentalité, mais on voit des spécialistes algériens qui commencent à vulgariser et des professionnels, vraiment des professionnels. Et moi, personnellement, j'encourage ça. Vous avez précédé la question que j'allais poser à Ramzi par rapport à ce contenu positif qui, ça me peine de le dire, mais qui est minoritaire. On ne va pas se mentir dans le web algérien. Comment l'expliques-tu? Et penses-tu que si on donne de la qualité aux gens, ces derniers vont suivre, ou alors que tout simplement les réseaux sociaux sont le reflet de la société dans laquelle on évolue? C'est très simple. C'est un miroir des formes. Dans une société, il y a toujours du bon et du mauvais. Donc sur les réseaux sociaux, ce que je dis généralement, surtout quand on parle de TikTok, parce qu'on a tendance à diaboliser TikTok, alors que est-ce qu'il aurait fallu faire comme en Chine par exemple, c'est-à-dire l'orienter uniquement vers l'éducation, vers l'ingénierie? Ça aurait été plus intéressant, mais ça ne l'aurait pas fait, ça ne l'aurait pas popularisé autant, parce qu'en fait c'est très simple. Là, ce que je dis, c'est que كي نحكم téléphone تاعك شي واحد وندخل TikTok, le for you تاعو c'est le reflet intérieur de son âme.
Ça veut dire خويا En العزيز termes galants, ces choses-là sont dites. Ça veut dire خويا العزيز الا كي تدخل تيك توك تشوف حاجه ما تعجبش الناس سي سيرمون تعجبك le truc. Donc ça en fait ils s'entraînent sur our behaviors sur nos comportements اللي احنا ما نفيقولهمش en général. Donc des fois c'est des micro interactions, faire une pause plus longue sur une vidéo par rapport à une autre. Donc ils nous Elle a recommandent suscité l'intérêt. Et exactement. donc, voilà. Donc Anaya, ce que je veux dire, c'est que l'outil, enfin TikTok ou n'importe quel réseau social est un outil qui véhicule du contenu qu'on cherche ou là qu'on veut voir. Mon message à toute personne voulant avoir un impact positif sur les réseaux sociaux pour nous et pour nos enfants, c'est bien sûr d'ignorer, de signaler et de ne pas interagir avec le contenu qu'on ne peut pas voir, c'est tout. Et un autre message juste pour continuer le sujet madame sur la famille et l'enfant, c'est que généralement on se sent plus en sécurité, ou là on sent notre enfant plus en sécurité quand on lui donne une tablette avec YouTube qui a du contenu orienté pour enfants. Et ben je vais vous dire, méfiez-vous de ce contenu qui est fait pour enfants généralement. Il y a eu un scandale avec Peppa Pig notamment l'année dernière, Pas avec un autre dessin animé russe me semble-t-il. Il y a même maintenant les prédateurs utilisent YouTube Masha Kids ou Misha pour, et l'ours. Voilà, il me semble que c'est ça, voilà. Ils utilisent Hadouk, c'est des calendriers beaucoup plus grands. Je parle de créateurs ou de prédateurs qui veulent cibler l'enfant avec du contenu, donc ils vont pas sur YouTube où les adultes tournent, mais surtout sur YouTube Kids. Donc faut se méfier, il faut juste consommer avec le contenu avant de le donner à consommer. Soyez aware, comme le disait le grand philosophe qu'est Jean-Claude Van Damme. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir répondu à l'invitation de Radio Haïtien 3. Merci beaucoup à Hakim Ben Moussa pour son travail de réalisation. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.